Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Nouvelle semaine à parler de MLS avec vous. On est déjà au tiers de la saison de MLS dès ce week-end, donc sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Et oui, comme je vous le disais en introduction, on est au tiers de la MLS, enfin de la saison régulière ce week-end. Ce sera la 11e journée. Bon, il y a 34 journées sur la phase régulière, mais on est déjà au tiers de la saison. Et on a déjà pas mal d'équipes qui se distinguent dans un sens comme dans l'autre, dans le bon, dans le moins bon. Donc comme d'habitude, on va parler de ce qui s'est passé le week-end dernier. Ensuite, on aura quelques infos parce qu'en fait, je vous avoue qu'en ce moment, on est un peu réduit en termes d'infos par les suiveurs sur certaines équipes. On n'a pas grand-chose. Et puis ensuite, on aura la partie Fantasy Sport Sorare pour faire vos équipes. Je sais que vous l'attendez. J'ai été relancé en direct sur X. J'ai même été relancé en message privé pour savoir si j'avais pas oublié d'enregistrer. Non, vous inquiétez pas. Je n'oublie pas de vous parler au moins une fois par semaine dès que je le peux de MLS. Donc sans plus attendre, on va partir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On va déjà faire un petit point des matchs parce qu'on a eu une journée quand même qui a été très très sympa en termes de buts. Encore une fois, hein. On a eu des buts dans tous les matchs, même s'il y a eu 2-1-0. Donc Montréal qui a gagné encore une fois à domicile 1-0 contre NYCFC et LAFC qui s'est employé pour aller battre Minnesota 1-0. Ensuite, on a eu au moins 2 à 3 buts dans tous les autres matchs. On va pas aller en détail dans les résultats, je pense que vous les avez tous en tête. On va faire un petit point classement quand même à l'Est pour vous dire que Nashville est seul en tête avec 22 points. Ensuite, il y a Miami avec 19 points. Et sachant que Nashville a un match de retard, donc c'est quand même il y a un paramètre à prendre. Ils peuvent déjà avoir un bon match là d'avance sur Miami et Chicago qui est troisième 17 points. Donc Chicago s'est bien repris. Les Revs New England qui n'arrête plus de gagner et qui est quatrième avec 16 points. Charlotte suit, cinquième. Et ensuite, on a Toronto. Puis, on a de la septième à la 11e place des équipes qui se tiennent à 12 points. Donc, NYCFC, Columbus, Cincinnati, DC, New York, Montréal, Atlanta sont 12e, puis 13e. Et enfin, on a Orlando avant-dernier et Philadelphie dernier, toujours englué au fin fond du classement de la conférence Est. Du côté de la conférence Ouest, le leader au Supporter Shield n'est autre que San Jose, vous le savez bien, 27 points après 10 journées, il y a eu une défaite et depuis c'est 9 victoires, plus cette semaine en coupe. C'est énorme ce que fait Bruce Arena avec cette équipe, on va y revenir. Vancouver suit pourtant très très bien avec 24 points. LAFC, dont on va en parler aussi parce que chaque semaine il y a des critiques que je ne comprends pas sur une équipe qui a joué déjà 17 matchs. Et ensuite, on a Seattle toujours au rendez-vous, invaincu depuis maintenant je crois 2 saisons à domicile, c'est fou. Minnesota est là, Salt Lake 6e, Colorado, Dallas, Houston ferme la porte des playoffs play-in. Et ensuite on a Kansas City, Saint-Louis, Austin en bas du tableau. San Diego n'est que 11e, Portland 12e, LA Galaxy est 10e. Donc voilà un peu pour le classement, je vous laisserai les regarder, vous verrez un peu plus en détail. On va faire comme d'habitude les tops, les flops, en commençant par les tops. La semaine dernière, les tops, il y a Miranchuk du côté d'Atlanta qui gagne. Première mi-temps compliquée, mais 2 super buts en deuxième mi-temps avec un super coup franc de Miranchuk et une belle frappe de Muyumba. Cette victoire va faire du bien aux têtes. Ils se sont fait peur. Atlanta, ils menaient 2-0 et à 20 minutes de la fin, comme le même scénario du mercredi, ils se font rejoindre 2-1 et passent pas loin du 2-2, mais un peu vraiment le même scénario que le mercredi. Bon, ils ont réussi à gagner dans la douleur. Ils ont enchaîné avec une victoire face à Charlotte en milieu de semaine en coupe. Donc voilà, de quoi redonner un peu de baume au cœur à cette équipe. L'autre point intéressant, c'est Montréal, bien sûr, qui enchaîne une très bonne demi-heure. Après, ça a été un peu plus compliqué, mais bon, le clean sheet, la victoire, et on peut certainement dire aujourd'hui qu'en effet, Donadel était le problème et que quand tu mets les bons joueurs aux bons endroits et les meilleurs joueurs sur le terrain,
Et ben ça fait la diff. En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un Matty Longstaff qui met ses valeurs, enfin ses qualités techniques un peu plus en valeur. Il est un peu plus libre dans ce système de la froid qui le laisse jouer un peu plus libre et il amène sa touche technique et il a encore délivré une passe décisive. Donc c'est 2 matchs où il est décisif pour Montréal, donc c'est pas négligeable. Ensuite, les points positifs qu'on a eu dans le match suivant, c'est David Martinez, la pépite de l'AFC qui a encore été incroyable dans ce match avec un super but. Et on a Hugo Lloris, bah écoutez, 9 clean sheets en 10 matchs. Et la rumeur Coupe du Monde qui fait surface encore plus après la blessure de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui est au fond du fond. Et Lloris a fait comprendre. Donc c'est son entourage qui a fait comprendre de sa part qu'il n'était pas contre un retour en équipe de France pour la Coupe du Monde cet été aux États-Unis. Donc je sais pas ce que ça procure chez vous, si vous êtes plutôt d'accord ou non, mais en tout cas quand on voit le niveau d'Hugo Lloris cette saison, moi je pense qu'en troisième gardien, un gardien qui a déjà gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France, bah écoutez, si notre ami Lucas Chevalier est out, pour moi ça fait tout à fait sens de le prendre plutôt que d'aller chercher un Areola ou un Butez qui voilà, n'ont pas forcément l'aura qu'aura Hugo Lloris. À noter Denki également, qui est dans mes bons points avec Evander, la paire Denki Evander qui me rassure hein, quand même depuis quelques matchs. On est sur du haut niveau sur les deux joueurs qui ont pris le pas sur cette MLS 2026, qui avait eu beaucoup de mal au début, invaincu depuis 4 matchs Cincinnati. Donc c'est enfin une équipe qui encaisse moins et on le sent tout de suite, dès qu'ils encaissent moins, bah, ils gagnent un match. Voilà, ils avaient peiné sur les derniers matchs et là c'est beaucoup mieux. Ensuite c'est Chicago, bah écoutez Chicago qui est bien de retour, Zinkernagel, Kuipers c'est monstrueux, bon en face c'était quand même SKC leur ont mis, mais bon 5-0 en une mi-temps, 4 victoires, un nul sur les 5 derniers matchs de MLS, Zinkernagel impliqué dans 5 buts sur les 4 derniers matchs et Kuipers 2 doublés sur ces 2 derniers matchs. Voilà, bon, bah, les deux top players de cette équipe, et imaginez s'ils ajoutent Lewandowski cet été, ça serait complètement incroyable. À noter que Kuipers a laissé planer le doute sur son avenir en disant qu'il serait pas contre un départ du côté du Standard en Belgique, donc du Standard de Liège. Mais comme on me disait, est-ce que le salaire de DP peut être pris en compte? C'est ça qui est plus compliqué. On passe à San José, comme je vous disais, donc bah, on ne les arrête plus, hein. C'est une équipe qui est sur 9 victoires et une défaite cette saison. Défaite au premier match, ensuite c'est que des victoires. On ne les arrête plus. Werner est impliqué dans 4 buts et 2 assists en 3 journées. Mais attention, il s'est blessé cette semaine, on va en reparler un peu après, donc pas trop de nouvelles et incertain ce week-end. D'un autre côté, on a un Saint-Louis. Saint-Louis, je veux pas le mettre dans mes mauvais points, parce qu'ils ont quand même bousculé cette équipe de San José. Edouard a été remplacé par un très bon Daniel ensuite, enfin les deux ont fait des beaux arrêts. Artel a été bon. Voilà, c'est une équipe de Saint-Louis qui semble un peu mieux, avec pas de hasard, un Edward Loven qui revient petit à petit dans le 11 de départ. Et bien sûr, bon, bah, la dernière équipe c'est Nashville contre Charlotte qui a puni Charlotte, un 4-2. Charlotte qui a encaissé 8 buts la semaine dernière, plus en coupe, donc ça va mal à Charlotte. Dean Smith semble en plus un petit peu tendu, mais du côté de Nashville, bah, c'est 4 victoires, c'était 4 victoires toutes compétitions confondues avec 3 clean sheets. Ils ont perdu dans la nuit de mardi à mercredi, voilà, en CONCACAF Champions Cup, 1-0 à domicile contre Tigres, donc ce sera dur d'aller remonter le score. Portland qui a été rassurant en première victoire en 5 matchs à l'extérieur, c'est également bien. Columbus qui enchaîne une quatrième victoire en 6 matchs. Hearthstone d'un très haut niveau avec un doublé. Zawadzki en défense qui fait du bien, même si je pense que c'est un peu gâché car c'est un super joueur au milieu. Vancouver qui déroule à la maison. Austin, première victoire en 9 matchs face à Houston, c'est à noter. C'est un gros résultat dans un derby où c'est jamais facile. DC qui grâce à son Ty Baribo renverse le match et l'emporte 3-2 à la 89e. Ah non, c'était en midweek, pardon. Non, c'est pas là où Ty Baribo a été ultra important, mais voilà, DC qui a du caractère cette saison et qui le montre. Seattle toujours aussi solide depuis bientôt un an, invaincu même plus. Et enfin le doublé de Marco Reus qui est quand même à 4 buts, 3 passes D en 10 matchs. C'est non négligeable pour un joueur de sa trempe dont on attend ce type de standard. Dans les flops, c'est NYCFC, c'est 6 matchs sans victoire en MLS, 3 nuls, 3 défaites. Ils ont gagné contre les Red Bull New York cette nuit en Coupe des États-Unis. Et les Red Bull New York, justement, c'est une seule victoire sur leurs 8 derniers matchs de MLS, donc c'est compliqué. Et ils ont perdu en plus en Coupe. Et ce week-end, ils vont recevoir une équipe de Dallas, donc il va falloir qu'ils relèvent vite la tête.
Ensuite, bon, bah, c'est SKC. Est-ce qu'il y a besoin encore de les citer dans les flops? 0-5 le week-end dernier à Chicago, 7 défaites de suite, 0 but marqué sur les 3 derniers matchs, 11 encaissés. Pour moi, c'est une équipe qui est à la dérive depuis maintenant 3 ans et qui ne trouve plus la solution. Et je ne sais pas comment cette équipe peut relever la tête à part mettre peut-être des gens très compétents. Je pense qu'ils ont pris un DS qui est quand même l'ancien DS des NYCFC qui a des idées, mais le temps que ça prenne, bah, ça va demander un petit peu de temps et c'est compliqué. Et ensuite, c'est Miami qui joue à la baballe. Miami qui se fait peur à domicile. 12 matchs sans défaite, mais ça ne gagne pas. 3 matchs nuls à domicile sur leurs 3 premiers matchs, donc du coup. Et on est sur une équipe qui, ouais, vraiment, ça joue à la baballe, ça redouble les passes, ça a la possession, mais c'est pas efficace, voilà. C'est pas efficace à l'image d'un Berterame qui est poussif. On est encore avec un Luis Suarez titulaire, hein. Parce qu'Allende est blessé, Allende qui était à fond l'année dernière sur la fin de saison sur les playoffs, qui est méconnaissable cette saison. Donc cette équipe de Miami est dans le dur et dépend beaucoup quand même des exploits, des passes que délivre Lionel Messi. Charlotte qui est malgré un mauvais match, enfin un mauvais résultat face à Nashville, enchaîne une deuxième défaite, 8 buts encaissés en 2 matchs à l'extérieur, plus 2 face à Atlanta. Donc c'est une équipe qui est dans le dur, cette équipe de Charlotte. On a également San Diego. Alors San Diego 2-1 à domicile face à Portland le week-end dernier. Portland qui est très triste à l'extérieur. Varas est-il encore l'homme de la situation sur le banc? Pour moi, et là, c'est même pas que pour moi, c'est pour beaucoup de supporters de San Diego. Il y a un match contre LAFC qui approche ce week-end. Et tout le monde demande depuis quelques semaines Lozano. On sait que la situation est très compliquée. Il y a une altercation apparemment très très vive entre les deux où c'est monté dans les tours. Mais comment un club peut se passer de Lozano qui a un contrat garanti de 10 piges jusqu'en 2028, un salaire de 20 millions encore à lui verser, un joueur qui l'année dernière sur 30 matchs a été appliqué sur 11 buts, 11 assists. Pour moi aujourd'hui on est sur une guerre d'ego entre les deux. Lozano provoque beaucoup, il joue avec les supporters, il sait qu'il a les supporters dans sa poche et Varas est dans le dur. Et oui, parce que cette équipe de San Diego enchaîne défaite sur défaite depuis quelques semaines. On est quand même sur une équipe qui n'a plus gagné depuis le 15 mars. Et ça fait 2, 4, 6, 8 matchs. 8 matchs, 6 défaites, 3 nuls. Bah ouais, ouais, là on commence à se poser des questions sur est-ce que le coach est la bonne personne. Je pense que de toute façon le jour où Varas se fera virer, Lozano sera réintégré. Mais aujourd'hui, eh ben, c'est très compliqué de se dire que Varas ne va pas mettre son ego de côté ni Lozano et qu'ils vont faire le mieux pour le bien du club. Bon, Lozano, on le sait, hein, son frère l'avait dit, c'est un sale type, il parle plus à sa famille. Apparemment, c'est vraiment un connard fini pour pas trouver d'autres mots. Donc je pense que voilà, les deux ont du chemin à faire et que ça va pas être facile, mais que je ne vois pas rejouer Lozano pour le moment. Et enfin, je voulais terminer avec Dallas, qui est quand même sur 4 matchs sans victoire, 2 nuls, 2 défaites, et qui va devoir rebondir au Red Bull New York, qui est une équipe dans le dur également. Eh bien écoutez, l'équipe de la semaine, on a eu donc Matt Turner qui enchaîne les grosses performances hein, dans les buts, Narar qui a fait un très très bon match, Bonetti qui donne le but de la victoire à Dallas, Rolles également, on a Arfston pour son doublé, Zinkernagel qui a été très bon, Royce également, Timo Werner, et devant, on a là des buteurs, Denki, White et Surridge qui, on va en parler, s'est blessé cette semaine. Le joueur de la journée, donc c'est Timo Werner, 2 buts, 1 assist. Et je voulais faire un petit point sur les contributions au but. Donc les contributions au but, et qui est devant? Eh ben c'est Raphaël Navarro avec 11 contributions. Deuxième, Petar Musa, Sébastien Berhalter, Pep Bill, Hugo Kuipers, Anders Dreyer, Guilherme, Owuzu, Sam Surridge et Timo Werner sont troisième, mais pas de Léo Messi dans tout ce petit monde. Donc voilà, c'était un point que je voulais vous noter avec les contributions au but en MLS où Messi n'apparaît pas. Eh bien écoutez, on va passer maintenant à toutes les actus clubs. Donc les actus clubs, on n'a pas eu énormément de choses. Donc Cincinnati, entraînement d'hier. Donc mercredi, Matt Miazga, Nick Haglund étaient avec le groupe. Miles Robinson, Powell et Nwobodo étaient à part. Du côté de San Jose, comme je vous le disais, Timo Werner craint d'avoir tiré son mollet. Il a dû être remplacé en coupe avant-hier, donc très très incertain et pas sûr qu'il joue ce week-end. Du côté de Charlotte, c'est Harry Toffolo qui s'est blessé le week-end dernier et qui va être absent euh, jusqu'à peu près la Coupe du Monde et il devrait revenir avant, mais pas de certitude. Et l'autre tuile, c'est Nashville, donc Sam Surridge, qui a manqué la demi-finale aller en raison d'une blessure au dos et qui est indisponible pour une durée indéterminée. Il a joué que 44% des minutes
C'est ce qui est complètement dingue cette saison quand on voit le nombre de buts dans lequel il est impliqué. Du côté de Portland, donc hier, Juan Mosquera et McGraw s'entraînaient à part. Du côté de Montréal, donc ça c'était mardi, donc avec 2 joueurs absents, c'était Sunusi Ibrahim et Hidalgo. Ibrahim courait à part, il faisait un jogging, un peu de sprint. Frankie Amaya commence à retrouver du rythme et devrait, bientôt intégrer le groupe. Et Graham Roach a quitté la saison. Il semblait blessé au niveau de la jambe gauche et donc il n'a pas pu continuer. Du côté d'Austin, on a eu des bonnes nouvelles, c'est que Pereira et Owen Wolf progressent bien et pourraient être dans le roster fin de semaine, donc à suivre les dernières infos qui vont sortir ce soir et demain. Brandon Vasquez avait à son dernier rendez-vous, normalement aujourd'hui, il devrait savoir s'il est autorisé ou non à rejouer et sinon il sera dispo dans le groupe. Robert Tyler a eu une injection donc enfin avant-hier, mardi, il n'a pas pu s'entraîner et Nelson et Biro ont bien participé à l'entraînement. Donc c'est des bonnes nouvelles pour Austin qui retrouve ses bons joueurs. Du côté de Miami, c'est plus une info Coupe du Monde. C'est qu'apparemment le coach donc du Mexique ne sélectionnerait pas Berterame cet été, ce qui n'est pas étonnant vu le niveau affiché à Miami. Du côté de New England, donc Feingold s'est blessé le week-end dernier, on n'a pas eu d'infos, mais à suivre, je pense pas qu'il va être disponible vu qu'il a pas pu du tout continuer. Et puis enfin, bah, c'est le gros sujet Vancouver. Comme vous savez, Vancouver travaille à une solution depuis 2024, à revendre son club, ou en tout cas à trouver une solution pour un nouveau bail, car le bail du stade est actuellement très très onéreux. Il n'y a pas de solution qui est trouvée pour le moment entre la ville, entre le bailleur, entre le club. Donc bah, clairement, la MLS se pose la question de relocaliser le club, c'est-à-dire à la fin des Vancouver Whitecaps, et d'emmener bah, la franchise Whitecaps ailleurs. Donc il y aurait Las Vegas qui serait sur le dossier, ce qui veut dire que dans ce cas-là, il y aurait tous les joueurs qui seraient bah, transférés du côté de Vegas, Vancouver-Vegas. Mais ce qui est fou, c'est que c'est un club qui existe depuis 2011 désormais, qui est un club historique de MLS, et surtout qui a certainement les meilleurs résultats en MLS si on ramène depuis 2 ans. C'est l'équipe qui performe certainement le mieux, donc ce serait complètement fou que cette équipe vienne à disparaître. Eh bien écoutez, on a fini sur les infos et le débrief de la semaine, donc je vous invite comme d'hab à suivre ce qui va sortir ce soir avec les dernières infos et demain on aura les rapports de disponibilité et puis bah sans plus attendre, on est parti pour les match-up de la 11e journée. C'est parti. Danny Boyga scores! Impossible angle! Impossible is nothing to Danny Boyga! Les matchs de la 11e journée, donc manager Sorare, par ailleurs, c'est la rubrique que vous attendez. Ça va démarrer samedi avec un Toronto-San Jose. Toronto, vous allez vous dire, ils jouent encore à domicile, oui, oui. Ils avaient 10 matchs à domicile, donc ils en auront encore un contre Miami, et après ils vont enchaîner une dizaine de matchs, enfin un peu moins à l'extérieur. Donc là, ils vont recevoir l'ogre de la conférence Ouest, qui est San Jose. Donc Toronto a subi sa première défaite la semaine dernière face à Atlanta. Avant ça, c'était 3 matchs nuls où à chaque fois ils ont eu du mal, ils étaient menés, ils ont dû se démener, égaliser à la dernière seconde par leur gardien même contre Philadelphie. Donc cette équipe va recevoir une équipe de San Jose qui est sur 9 victoires en 10 matchs en MLS, qui déroule, qui marque des buts, qui aura peut-être pas Timo Werner, mais même sans ça, ça déroule. Une équipe qui a mis 25 buts en 10 matchs, c'est complètement fou. Toronto est sixième, solidement accroché à cette place. Enfin, solidement. Voilà, c'est une équipe qui est dure à manœuvrer, mais je sais pas, ce match-là, je pense que San Jose a fait reposer ses cadres en milieu de semaine et devrait marquer au moins 2 buts. Donc, on sait que cette équipe de Toronto est à réaction. Je vois des buts des deux côtés. Donc, d'un côté, bah, on a bien sûr notre ami Judd, Preston Judd, Tsakiris. Werner ne devrait pas être bon. On a Boleroux, attention, qui performe plutôt bien cette saison au milieu. Daniel peut être intéressant, il fait beaucoup d'arrêts. On sait que cette équipe de San Jose peut être également solide, même s'ils encaissent un peu sur les dernières semaines. Et Toronto a des arguments à faire valoir à domicile comme Sargent, Salois. Donc je pense qu'on peut avoir un match où Toronto marque un ou deux buts, mais on encaisse 3 ou 4. Donc voilà, je pense que c'est plutôt les stacks offensifs qui sont à mettre en avant ce week-end dans ce match-up. À 20h30, on aura un match-up qui semble déséquilibré. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand on a à 20h30 un SKC Seattle, cette équipe de SKC qui est sur 6 défaites de suite, et n'a plus marqué depuis 3 matchs et a encaissé 11 buts. Donc on est sur une équipe dans le dur qui va recevoir une équipe de Seattle en confiance, qui est sur 3 victoires de suite, mine de rien, toute compétition confondue, qui n'a perdu qu'une fois sur ses 10 derniers matchs.
Donc voilà, une équipe de Seattle, privée peut-être de Rusnak, on n'a pas eu de nouvelles, mais qui devrait certainement, être absent. Mais bon, on a du Ferreira, on a du Jordan Morris qui est de retour, du Paul Rossrock qui est intéressant, Christian Roldan à vérifier. Peut-être qu'on aura des infos sur un retour ou non ce soir, mais en tout cas, je vois cette équipe de Seattle l'emporter en marquant au moins 2 buts par ses joueurs offensifs. À 22h45, on va avoir un match intéressant avec Salt Lake qui va recevoir les Timbers, donc Portland qui a gagné la semaine dernière à San Diego. Donc c'est leur première victoire en 5 déplacements la semaine dernière face à une équipe en crise. Et face à eux, ils vont avoir Salt Lake qui a perdu ses 2 derniers matchs, donc a perdu face à Miami et qui a été perdre dans un match bien disputé à Los Angeles, mais à domicile. Avant Miami, c'est quand même 4 victoires à nul en marquant à chaque match. Je pense qu'on va avoir des joueurs intéressants dans ce match comme Gozo, comme Guy Lavogui. On aura bien sûr Diego Luna, on a Solans qui va être devant. Alors peut-être que ce sera Olatunji, attention ce poste-là, à tout moment ça peut tourner. Mais voilà, pour moi, Luna, Guy Lavogui, Gozo, c'est vraiment les 3 pics qui vont être intéressants dans ce match-là. De l'autre côté, Portland, on peut avoir Velde qui est intéressant, qui prend souvent le jeu à son compte, et puis Cole Bassett au milieu qui a été encore très bon la semaine dernière. Voilà les petits pics qui peuvent être pour moi intéressants. Je vois pas le clean sheet sur ce match, donc j'irai pas forcément sur un gardien, sauf si vous avez, bah voilà, vous pouvez y aller, mais je vois pas le clean sheet. Et dans la nuit, on aura 1h15, un horaire un peu spécial. On aura Miami qui reçoit Orlando. Orlando, ça va mieux hein, quand même. On est sur une équipe qui a gagné 2 de ses 3 derniers matchs en MLS, enfin en MLS, qui a gagné un de ses 2 derniers matchs en MLS et qui a battu les Revs en coupe hier avec bon, des équipes remaniées de part et d'autre, mais intéressant. Face à eux, bah, on a Miami qui a vaincu depuis 12 matchs, mais par contre qui a quand même fait, qui a fait 5 matchs nuls sur ses 8 derniers matchs, donc c'est quand même une équipe qui a du mal à gagner, comme je le disais, qui joue à la baballe, qui a fait 3 matchs dans son nouveau stade, qui n'en a pas gagné un. Ils ont fait 3 matchs nuls, 2 fois 2-2 et une fois un partout, donc derby de la Floride. On sait toujours que c'est un peu spécial, c'est un match où il y a toujours eu des buts sur les derniers matchs, au moins 3 buts, même 4 buts sur les 3 derniers matchs entre ces 2 équipes, il y a eu au moins 4 buts. Donc on est sur un match où je pense que vous pouvez aller sur du Messi, bien sûr. Pourquoi pas du Oreda pour se réveiller de l'autre côté. On a bien sûr Luis Suarez, Berterame, Paul qui vont être intéressants, mais je ne vois pas de clean sheet dans ce match. Un match qui va être intéressant, c'est Atlanta-Montréal entre le 12e et le 13e. Atlanta a la possibilité de repasser devant Montréal d'un point, et Montréal a la possibilité de les distancer et de se rapprocher comme il faut de la zone des play-in. Atlanta, c'est 2 victoires de suite désormais, tout comme Montréal. Donc Atlanta, il y en a une en coupe face à Charlotte qui est pas négligeable, et une à Toronto, donc 2 victoires à l'extérieur. Ça retrouve un Mercedes-Benz Stadium ce week-end qui sonne creux depuis quelques journées. Il reste sur 3 défaites à domicile, Atlanta, et un match nul avant ça. Mais Montréal est sur 4 défaites de suite à l'extérieur, en encaissant 3, 4, 2 buts. Donc j'irai quand même un petit peu plus... Enfin ouais, c'est bon, c'est le cœur qui parle, vous allez dire, mais j'irai quand même sur Atlanta qui devrait retrouver Miguel Miron. On a un Miranchuk qui est en feu. Mais je vois des buts des 2 côtés, donc Miranchuk pour moi intéressant, de l'autre côté Prince Owuzu. Donc voilà un peu pour ce match. J'irai pas sur un clean sheet en tout cas des 2 côtés. Oyos ne sait pas faire un clean sheet puisque c'est pas lui qui a joué en coupe. Donc voilà, c'était Ibert, mais un match qui peut être intéressant à 1h30 donc entre ces 2 équipes. À 1h30, on aura également un Columbus-Minnesota. Columbus qui revient très très bien, qui avait eu du mal et depuis la trêve internationale, c'est 3 victoires, 3 victoires toutes compétitions confondues. Face à eux, ils ont Minnesota. Minnesota qui est quand même une équipe qui a perdu en coupe, mais avant ça, qui a été gagnée à Dallas, qui avait gagné en coupe et qui a gagné à San Diego, puis qui a gagné à LA Galaxy. Donc on est sur une équipe quand même qui a pris 10 points sur ces 6 matchs à l'extérieur, qui tournent bien à l'extérieur. Donc c'est un match qui va être disputé. Moi, je trouve ce match très intéressant. Diego Rossi revient bien, donc ça va être plutôt pas mal du côté de Columbus. De l'autre côté, on a un Rames Rodriguez qui est enfin titulaire. Gazdag rejoue et a encore été décisif en coupe. Donc voilà, on est sur un match où on peut avoir des buts, un petit 2-2, un petit 2-1. Je donne quand même l'avantage à Columbus sur l'avantage à domicile, mais Minnesota peut très très bien jouer à l'extérieur. Marc Hannick, vous le savez, va être intéressant puisque c'est un pic très offensif. Harvston du côté de Columbus. On est un peu sur 2 équipes un peu semblables en termes de jeu, donc ça va être plutôt pas mal et je vois des buts dans ce match.
On aura en même temps un New England-Charlotte. Les Ravs, tournent plutôt bien, même si bon, ils ont fait un nul à Miami qui est un bon résultat et ils ont perdu en coupe. Bon, la coupe, ils ont fait beaucoup tourner face à quand même, Orlando, j'ai regardé un peu les compos. Et face à eux, on a une équipe de Charlotte qui est sur quand même 3 défaites de suite, donc 2 à l'extérieur en prenant 4 buts contre Nashville et Orlando, une à domicile en coupe contre Atlanta où ça a fait tourner. Mais face à eux, les Ravs, c'est une équipe quand même très solide et je pense que Charlotte peut encore aller prendre sa petite sentence à l'extérieur du côté des Ravs. Alors je vois pas un clean sheet des New England Revolution, même si Matt Turner est en grande forme et que c'est dans peut-être les meilleures équipes possibles pour un clean sheet. Mais bon, vous le savez, du Carles Rill, du Langoni, du Turgeman, ça va être intéressant. Et on n'oublie pas Pep Bill du côté de Charlotte. En même temps, on aura un New York Red Bull qui vont recevoir le FC Dallas. Donc, les Red Bull, c'est 4 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Et Dallas, c'est 2 nuls, 2 défaites. Donc, 2 équipes qui sont pas au meilleur de leur forme. Euh, j'ai du mal à dire ce match. Je pense donner mon avantage quand même au Red Bull New York à domicile, mais Dallas reste quand même une équipe très solide. À voir Petar Musa qui semblait apparemment incertain pour ce week-end, donc s'il apparaît dans les rapports de disponibilité. Mais de l'autre côté, bon, on a toujours Julian Hall qui continue de marquer, le jeune joueur de 18 ans qui a encore marqué cette nuit en coupe. Donc voilà, les pics un peu intéressants, je dirais Julian Hall qui va être pas mal, Forsberg s'il daigne à se réveiller un jour. Mais en tout cas, j'ai du mal à avoir des clean sheets dans ce match. On aura un autre match en même temps, c'est Philadelphie-Nashville. Alors là, c'est très très compliqué de lire le match vu que Nashville a joué en milieu de semaine. Donc dans la nuit de mardi à mercredi contre Tigres, ils sont perdus 1-0, donc ils vont devoir aller battre les Tigres là-bas, ça va pas être évident. Face à eux, Philadelphie qui est dernier, qui est dans le dur, mais qui peut profiter peut-être d'un turnover de Nashville, même si on l'a vu, hein, Nashville, dès que ça fait tourner cette saison, ça reste très solide et ça gagne quasiment à chaque fois. Donc je préfère pas me prononcer sur ce match puisque de toute façon ça va faire beaucoup tourner du côté de Nashville. À 2h30 maintenant, on aura un très beau match qui va être sympa, c'est Chicago-Cincinnati. Donc Chicago qui s'est fait éliminer en coupe face à Saint-Louis, qui avait fait un petit peu tourner, même si Zinkernagel, Kuipers, Saletros, ça a joué, Waterman, Mbokasi. Mais ce week-end, on a un gros match face à un Cincinnati qui revient bien. Chicago qui reste la meilleure équipe sur les 5 derniers matchs avec 13 points pris en 5 matchs. Et un Cincinnati qui n'a pris que 6 points. Cincinnati il reste quand même sur 4 matchs sans défaite. Il y a eu 3 matchs nuls où ils ont beaucoup encaissé, 4 buts, 3 buts, 1 but. Et ils ont battu les Red Bull New York. Donc eux n'ont pas joué en milieu de semaine. Donc ça peut équilibrer les forces. Donc Denki et Vander, vous le savez, du côté de Cincy, c'est intéressant. Et puis du côté de Chicago, on a Mbokasi, peut-être un clean sheet, mais j'y crois pas, donc Brady. Et puis on a bien sûr devant, alors Bamba, pas sûr qu'il soit de retour, mais on aura du Kuipers et du Zinkernagel à mettre les yeux fermés. À 2h30 aussi, on aura un Houston-Colorado. Donc les Rapids qui ont été gagnés en coupe hier, mais avant ça, c'était 3 matchs sans victoire, donc 2 nuls contre Vancouver. Un nul contre LAFC et 2 défaites contre Inter Miami et Vancouver. Donc ils ont pris quand même 3 gros. Et là, ils vont aller, mine de rien, à Houston. On sait que Colorado, c'est une équipe qui se déplace pas très bien. 12 buts encaissés en 6 déplacements et seulement 4 points pris en 6 matchs. Cette équipe de Houston qui peine un peu quand même à domicile, mais qui a un grand Guilherme, Hector Herrera qui est quand même en grande forme à 36 ans. Donc je fais quand même de Houston mes favoris sur ce match. Et je mettrai donc un Guilherme les yeux fermés, là il faut y aller. Hector Herrera peut être intéressant, Bogus peut être pas mal. Donc voilà un peu les pics qui vont être intéressants pour moi sur ce match. Autre match qui va être dur à lire, c'est San Diego LAFC. Donc San Diego, comme je vous l'ai dit, qui est maintenant à la recherche d'une victoire depuis 2, 4, 6, 8 matchs. Et qui reste sur 5 défaites de suite. Face à eux, ils ont une équipe de LAFC où le coach a déjà annoncé qu'il allait faire tourner ce week-end puisque eux ont battu Toluca cette nuit en CONCACAF Champions Cup 2-1. Ils vont devoir aller confirmer leurs résultats là-haut. On rappelle que le but à l'extérieur compte. Donc ils vont pas devoir laisser passer ce match de CONCACAF. Ce sera le 18e match de LAFC depuis le début de saison et ce sera leur 7e du mois d'avril.
Donc pour ceux qui se disent: «Ouais, Banga, Son, le rendement est complètement, en dessous», déjà ils ont un bon rendement, mais en plus c'est très, très compliqué d'enchaîner autant de matchs. On est en début de saison, ça veut dire une prépa tronquée, tu démarres pas la saison à fond, Son a 34 ans, Banga 30 ans, enfin voilà, c'est quand même dur pour les organismes, surtout dans une équipe qui n'a pas une énorme profondeur. Et Banga, pour ceux qui se demandent, il a pas joué en CONCACAF Champions Cup puisqu'il était suspendu, donc je pense qu'il va démarrer ce week-end. Par contre, Son, je pense qu'il ne va pas démarrer. Donc, pour moi, c'est le match où San Diego peut profiter pour se relancer. Est-ce que ça va tourner dans les buts? Parce qu'à un moment, c'est bien. Duran Frere, il donne un but par match. Est-ce que CJ va retrouver son poste ou est-ce que ça va être Cisniega? Pour moi, ça va continuer comme c'est là. Mickey Varas risque de ne pas remettre Lozano, mais par contre, moi je pense que Dreyer qui tient cette équipe reste intéressant pour le fait qu'il tire les pénaltys tout simplement, qu'il est décisif à presque tous les matchs. Verskov, décevant si vous jouez à Sorare, son scoring cette saison c'est très irrégulier donc difficile à dire. Et de l'autre côté, écoutez, pourquoi pas tenter Bouanga qui risque de faire une petite heure de jeu, je pense, et qui peut être intéressant et tirer son épingle du jeu. En tout cas, ça risque d'être très très jeune cette équipe et de fort ressembler à ce qui avait été fait il y a quelques semaines du côté, je sais plus où est-ce qu'ils avaient fait énormément tourner, si c'était, je crois que c'était face à Portland, voilà, ils avaient fait un gros turnover. Ensuite, on aura à 4h30 un LA Galaxy Vancouver Whitecaps, donc ça c'est un match qui est intéressant. Je pense que Greg Vanney joue quand même sa peau là, sur les dernières semaines. Vancouver qui enchaîne énormément bien. Vancouver qui est quand même sur 4 victoires de suite en mettant 2 buts sur un des matchs. Et ensuite, c'est au moins 3 buts. Donc, face à eux, on a une équipe qui patauge, qui est très irrégulière. Donc, je pense qu'on a avantage aux Whitecaps quand même. Je dirais que Takaoka, ça reste intéressant. Blackman également. Berhalter Kubas, la paire au milieu, c'est fort. Sabali est en grande forme. Muller White, enfin bref, si vous avez des joueurs des Whitecaps, let's go. Et de l'autre côté, Pincier, Gabriel Peck, Marco Reus, mais bon, je vois des buts dans ce match, mais à tout moment, Vancouver est capable d'aller mettre le cadenas et de leur mettre 2 ou 3 buts, hein, clairement. Et puis dimanche soir, on aura des matchs avec un NYCFC DC United, donc NYCFC qui s'est rassuré après 3 matchs sans victoire en championnat, qui a battu les Red Bull New York dans le derby chez eux, et DC qui reste quand même sur 3 matchs sans défaite en MLS. C'est compliqué ce match-là, je dirais presque que ça peut faire un 0-0, même si j'y crois pas. Non, on pourrait rester sérieux, je dirais que vous avez un Mercao, Nicolas Mercao qui va être intéressant, même s'ils ont joué en milieu de semaine et pas d'ici. On aura un Baribo qui va être pas mal de l'autre côté, Maxime Morales. Donc voilà, j'irai plus sur les joueurs offensifs quand même sur ce match. À 23h30, on aura un Austin Saint-Louis dimanche. Alors là, très compliqué. Je donne l'avantage quand même à Austin, où ils vont récupérer des joueurs de qualité. Je dirais Kuzuni peut être intéressant, Jadon Nelson, Facundo Torres. Mais de l'autre côté, bon, vous avez Artel, mais c'est une équipe qui a du mal à se déplacer, Saint-Louis. Donc avantage quand même à Austin sur cette rencontre pour moi, même si il n'y a pas un énorme écart de niveau entre deux équipes qui ont du mal. Eh ben écoute, on arrive au bout de cet épisode. Un grand merci à tous ceux qui l'ont suivi. Comme d'habitude, si vous avez aimé le podcast et pour le soutenir, on met 5 étoiles sur les plateformes, on repartage, on commente. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MLS Time.